Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Je suis ravie de vous retrouver après cette très longue pause qui m'a semblé être une éternité. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais toutes les personnes qui m'ont demandé la raison pour laquelle je n'étais plus sur YouTube et pourquoi j'avais arrêté les vidéos. Donc non, je n'ai pas arrêté les vidéos, je vais continuer à en faire, c'est sûr que ça va être un petit peu plus espacé. Mais la raison pour laquelle, effectivement, je ne suis plus sur YouTube actuellement, c'est parce que je suis enceinte et que là, je viens de rentrer dans le 3e trimestre, ce qui veut dire que c'est la toute dernière ligne droite. Et le studio que vous voyez actuellement, l'endroit où je suis en train de filmer mes vidéos, va très bientôt se transformer en chambre de bébé. Donc ça va être encore une petite adaptation à faire, je vais voir où est-ce que je vais pouvoir continuer de filmer. Mais c'est la raison pour laquelle effectivement j'avais un petit peu disparu des radars, mais je suis toujours là, ne vous en faites pas. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que j'ai relancé très récemment ma chaîne TikTok aussi, je postais régulièrement des petits TikTok, donc je vais essayer de continuer à faire ça parce que ça prend un petit peu moins de temps aussi que les vidéos sur YouTube. Donc je vais essayer d'être régulière dans mes publications de TikTok. Si jamais vous voulez aller jeter un œil à ma chaîne, vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, comme je le disais, je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir enfin vous partager cette affaire parce que sachez que l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, j'avais commencé à l'écrire il y a 4 mois maintenant. Donc il était temps que je la termine et que je vous parle enfin de cette affaire criminelle qui m'a fait cogiter et qui je pense va vous faire cogiter vous aussi. Mais je veux pas trop vous en dire, donc je vais maintenant vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Le 15 avril 1972, Arturo Gatti voit le jour dans la ville de Cassino, en Italie, une ville d'environ 36 500 habitants, localisée dans la province de Frosinone, dans le sud de l'Italie. Arturo a un frère aîné qui s'appelle Joe, ainsi qu'une petite sœur, Anna Maria, et les 3 enfants grandissent aux côtés de leurs parents, leur mère Ida Gatti, ainsi que le père Giovanni Gatti. Mais Arturo ne va pas avoir l'occasion de profiter de sa jeunesse italienne bien longtemps, car alors qu'il est encore très jeune, sa famille décide de quitter leur Italie natale pour aller s'installer à des milliers de kilomètres de là, au Canada, dans la province de Québec et dans la ville de Montréal plus précisément. Sachez d'ailleurs que j'ai trouvé certaines sources qui attestaient que Arturo était né à Montréal et non pas en Italie, mais j'ai pas réussi à trouver de sources sûres. Donc il est possible qu'il soit né à Montréal, comme il est tout à fait possible aussi qu'il soit né en Italie et qu'il ait déménagé plus tard à Montréal. Bref, la raison de ce déménagement à Montréal est tout simplement parce que le père de famille Giovanni a obtenu une offre de travail sur place qui lui était absolument impossible de refuser. Arturo grandit donc au Québec et c'est sur place qu'il se découvre une passion immense pour les sports de combat. C'est son frère aîné Joe qui va s'inscrire le premier à un cours d'initiation au sport de combat, ce qui va donner envie à son petit frère Arturo de marcher dans ses pas et d'en faire tout autant. Arturo démontre presque immédiatement un talent incroyable dans plusieurs des disciplines qu'il pratique, et notamment la boxe, sport dans lequel il va énormément s'investir. Il impressionne alors ses professeurs et ses proches par son aisance et par sa rapidité d'apprentissage, et très rapidement, ce sport qui ne devait être qu'une activité extrascolaire prend une place énorme dans la vie d'Arturo. Entre-temps, ses parents se séparent et sa mère, Ida, se remet en couple avec un autre homme, italien lui aussi, du nom de Geraldo Di Francesco. Geraldo prend immédiatement les enfants d'Ida sous son aile, et notamment le petit Arturo qui l'encourage très fortement à envisager une carrière professionnelle dans la boxe. Et heureusement que ses proches l'encouragent à persévérer, car très rapidement, Arturo, qui entre à peine dans l'adolescence, commence à recevoir des contrats et des offres qui lui sont totalement impossibles de refuser. À l'âge de 16 ans, il se retrouve propulsé dans l'équipe canadienne de boxe aux Jeux Olympiques d'été et s'entraîne tous les jours pour mener son équipe vers la victoire. Mais il ne va malheureusement pas se rendre jusque-là,
Car une année seulement avant le lancement des Jeux Olympiques, alors qu'il est âgé de 19 ans, il décide de laisser tomber cette idée et de prendre les choses au sérieux en se lançant officiellement dans une carrière de boxeur professionnel après des années à travailler en tant qu'amateur. Arturo est alors signé par un manager américain et il est immédiatement envoyé dans le New Jersey pour commencer à s'entraîner en vue des nombreux combats qui l'attendent. Sa carrière est alors lancée. Le jeune Arturo Gatti enchaîne les combats et surtout les victoires. Les mois et les années passent et il se bâtit une carrière incroyable. Les amateurs de boxe connaissent maintenant tous son nom et son nombre d'admirateurs ne fait qu'augmenter. Son nom de scène devient alors Arturo Thunder Gatti, Thunder qui signifie éclair. Il devient une véritable légende et au cours de sa carrière va remporter pas moins de 6 Golden Gloves, à ne pas confondre avec les Golden Globes bien évidemment, car les Golden Gloves, eux, récompensent les meilleurs boxeurs des États-Unis. Concernant sa vie personnelle, Arturo est en couple avec une jeune femme du nom de Erika, avec qui il a une petite fille qu'ils vont tous les deux appeler Sophia. Malheureusement cependant, la relation ne va pas durer et quelques années après la naissance de la petite Sophia, le couple se sépare. Et la raison principale de cette séparation serait, d'après Erika, le tempérament exubérant d'Arturo ainsi que son côté fêtard. Elle affirme qu'Arturo était une personne incroyable, mais qui malheureusement préférait passer son temps à faire la fête dans des clubs plutôt qu'aux côtés de sa famille. Et ça, avec le temps, ça a commencé à énormément peser sur les épaules de la jeune femme, ce qui est tout à fait compréhensible car au final, elle se retrouvait seule pour éduquer leur fille. Mais pas que, car Arturo aime beaucoup faire la fête, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est boire. Et d'après Erika toujours, sa consommation d'alcool va très rapidement devenir très problématique. Arturo se retrouve mêlé à des bagarres et devient violent et agressif. Il va même avoir des problèmes avec la police suite à des débordements. Durant l'année 2006, alors qu'Arturo est fraîchement séparé d'Erika, il prend une très grande décision, celle de mettre sa carrière de boxeur sur pause après pas moins de 40 victoires à son actif pour pouvoir profiter de la vie et surtout des millions de dollars qui se sont accumulés sur son compte en banque au fil des années. Et c'est cette même année qu'il fait une rencontre qui va totalement bouleverser sa vie. Arturo croise le chemin de la jeune Amanda Rodriguez, une jeune femme brésilienne vivant maintenant aux États-Unis, de 14 ans sa cadette, qu'il épouse en secret durant l'année 2007 à Las Vegas, au cœur du Grand Canyon plus précisément, et avec qui il a un enfant, un petit garçon, Arturo Junior, né le 9 septembre 2008 à Montréal. Leur rencontre reste un mystère total. Mais même si Arturo aime à raconter que leur rencontre s'est faite tout naturellement dans un parc alors qu'il promenait son chien, de très nombreuses preuves laissent à penser qu'ils se seraient en fait rencontrés dans un club d'escorte dans lequel Amanda travaillait. Ni Arturo ni Amanda ne vont jamais confirmer cette rumeur, mais tout laisse à penser effectivement que c'est lors d'une soirée arrosée dans un club du New Jersey qu'ils se sont tous les deux rencontrés. Au début de l'année 2009, les choses se passent à merveille. Mais très rapidement, des tensions voient le jour au sein du couple et au début de l'année 2009, ils décident même de faire une pause. Amanda quitte le domicile qu'elle partage avec son mari et les parents se mettent tous les deux d'accord sur une garde partagée de leur jeune fils. Même si sur papier, ils sont tous les deux toujours officiellement mariés, ils vivent à côté de cela comme de véritables célibataires. Arturo va même faire la rencontre d'une jeune fille à Montréal qu'il va fréquenter durant de longues semaines. Mais cette situation avec Amanda le pèse énormément et il ne cesse de penser à son fils et de se dire que ce n'est pas du tout l'environnement au sein duquel il souhaite le voir grandir. Arturo et Amanda prennent alors une très grande décision ensemble et décident de se donner une dernière chance de recoller les morceaux lors d'un voyage au Brésil, pays d'origine d'Amanda. L'idée de ce voyage ainsi que le choix de la destination viennent tous les deux d'Amanda, qui s'est dit que ces quelques petites semaines au soleil pouvaient être l'occasion parfaite de voir si leur couple vaut la peine d'être sauvé ou non. Les parents, accompagnés du petit Arturo Junior, âgé à ce moment-là de seulement quelques mois, se rendent donc au Brésil au début du mois de juillet 2009. Les premiers jours se passent sans encombre. La petite famille loge à l'hôtel Dorisol qui est localisé à Porto de Galinhas,
une ville située en bord de mer sur la côte est du Brésil et étant reconnue pour ses plages aux eaux turquoises et chaudes, peu importe la saison. Bref, un endroit de rêve pour un jeune couple amoureux voulant passer des vacances relaxantes. Sauf que Arturo et Amanda n'avaient absolument plus rien d'un jeune couple amoureux, car ils étaient incapables de discuter tous les deux sans se prendre la tête. Le soir du 10 juillet 2009, ils réservent une table dans un restaurant branché de la ville, sauf que ce soir-là, les tensions sont plus présentes que jamais. Cette soirée se voulant romantique va rapidement tourner au cauchemar. Alors que le couple est toujours attablé au restaurant, une énorme dispute éclate et le ton commence à monter. En quelques secondes seulement, Amanda se lève et se met à hurler au visage d'Arturo. Les clients qui sont à ce moment-là présents au sein de l'établissement assistent à une scène de ménage terrible. Amanda continue de crier, Arturo crie en retour et le couple finit par quitter les lieux tout en continuant d'argumenter et d'essayer de parler plus fort l'un que l'autre. Et une fois à l'extérieur du restaurant, alors qu'ils se trouvent sur le trottoir, les choses prennent encore de l'ampleur. Car Arturo, qui ne cesse de demander à sa femme de bien vouloir se calmer et de régler cela en privé un peu plus tard, perd totalement le contrôle face à Amanda qui continue d'hurler. Il la bouscule alors et Amanda tombe sur le sol. D'après un témoin, Arturo était à ce moment-là extrêmement menaçant. Il l'aurait frappée à plusieurs reprises tout en lui hurlant dessus en anglais. Amanda finit par se relever et prendre la fuite. Elle monte à bord d'un taxi, laissant derrière elle son mari et son fils seuls dans les rues de Porto de Galinhas. Le fameux témoin de la scène serait alors à ce moment-là entré en contact avec Arturo pour lui demander ce qui venait de se passer et la raison pour laquelle il s'était montré aussi violent envers sa femme. L'homme n'avait d'ailleurs pas la moindre idée qu'Amanda était la femme d'Arturo à ce moment-là et il ne savait pas non plus qu'Arturo était un boxeur professionnel. Mais il était sur le point de l'apprendre et pas de la meilleure manière qui soit. Arturo était à ce moment-là sur les nerfs et après avoir entendu le ton plutôt agressif de l'homme, il n'a pas hésité une seule seconde avant de lui donner un coup de poing en plein visage. Un seul et unique coup qui va cependant suffire à assommer le pauvre homme. À ce moment-là, un groupe de personnes ayant assisté à la scène s'approche d'Arturo pour lui faire part à leur tour de leur mécontentement. Plusieurs hommes se jettent alors sur le boxeur, l'assaillissent de coups, et l'un d'entre eux va même le frapper à la tête à l'aide d'une pierre. Mais Arturo étant un boxeur professionnel, il va être capable de très bien se défendre et va rendre absolument tous les coups qu'il reçoit. L'altercation va durer ainsi durant de longues secondes avant que finalement le père de famille ne soit capable de se défaire de cette situation, d'attraper son fils et de monter à bord d'un taxi en direction de l'hôtel où il loge. Les employés de l'hôtel se souviennent alors avoir vu Arturo arriver dans le hall de l'établissement dans un état effroyable. Il portait son fils dans ses bras, sentait l'alcool, il semblait extrêmement remonté et en plus de ça saigner au niveau du crâne. Il ne cessait de se parler à lui-même et de faire de très grands gestes, ce qui va d'ailleurs interpeller les employés de l'hôtel qui vont préférer éviter d'entrer en contact avec lui. Arturo ne reste cependant pas bien longtemps sur place car quelques secondes plus tard seulement, accompagné de son fils toujours, il remonte à bord d'un nouveau taxi qui l'emmène de nouveau sur la rue très fréquentée de Porto de Galinhas où il se trouvait plusieurs minutes auparavant accompagné de sa femme. Arturo laisse alors son très jeune fils tout seul assis à l'arrière du taxi et demande au chauffeur de bien vouloir l'attendre tandis qu'il entre telle une tornade dans plusieurs bars de la rue à la recherche d'Amanda. De nombreux témoins affirment avoir eu terriblement peur d'Arturo à ce moment-là, car il avait un regard rempli de fureur et il ne se gênait pas pour bousculer absolument tout le monde sur son passage. Je vous rappelle tout de même qu'Arturo est un boxeur professionnel et a une carrure plutôt imposante. On ne peut donc pas leur en vouloir d'avoir préféré l'éviter et se passer de tout commentaire. Incapable de retrouver la trace d'Amanda, Arturo remonte à bord du taxi et demande au chauffeur de bien vouloir le reconduire jusqu'à son hôtel. Quelques minutes plus tard, sur les coups de 2h du matin, alors qu'ils arrivent enfin devant l'établissement, un autre taxi se trouve lui aussi garé devant et Amanda en descend. Le couple qui est à ce moment-là toujours aussi fâché ne s'adresse pas la parole et remonte en silence dans leur chambre.
Le lendemain matin, sur les coups de 9 heures, Amanda, totalement paniquée, alerte les employés de l'hôtel et leur demande de bien vouloir se rendre dans sa chambre aussi vite que possible. Et à l'arrivée du personnel, elle leur affirme avoir découvert son mari allongé sur le sol sans la moindre réaction. L'un des managers de l'hôtel tente alors de réveiller Arturo, mais à peine a-t-il posé la main sur le corps de l'homme qu'il réalise qu'il n'y a malheureusement plus rien à faire pour le sauver. Le manager contacte alors les secours et la police qui arrivent quelques minutes plus tard sur la scène. Du sang séché est découvert sur le crâne d'Arturo et il se trouve à ce moment-là en sous-vêtements, allongé sur le côté, replié sur lui-même, sur le sol de la cuisine de leur chambre d'hôtel. Il est clair pour les policiers que Arturo est bel et bien mort, et ce depuis de très longues heures déjà. Et il leur faut maintenant déterminer s'il s'agit là d'un meurtre, d'un suicide ou d'un accident. Et autant dire qu'ils ne vont pas avoir énormément d'indices sur la scène de crime à analyser pour pouvoir le déterminer. Mais c'est justement le fait que Arturo semble avoir perdu la vie depuis maintenant de très longues heures qui va interpeller les policiers en premier. La chambre d'hôtel est alors entièrement fouillée. Dans la poubelle sont retrouvées des canettes de bière et sur le comptoir de la cuisine, non loin du corps du boxeur, est retrouvée une serviette tachée de sang. Le sang présent sur la serviette est rapidement analysé et il appartient bel et bien à Arturo. La première personne à être interrogée est bien évidemment Amanda, qui assure n'avoir pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Elle détaille aux policiers la dispute terrible ayant éclaté la veille entre son mari et elle, mais leur affirme qu'à leur retour à l'hôtel, elle s'est tout simplement contentée de lui dire qu'elle préférait se séparer de lui et tourner la page. À la suite de quoi, elle serait partie se coucher à l'étage avec son bébé de 10 mois, aurait verrouillé la porte de la chambre et se serait alors endormie jusqu'au petit matin. D'après sa version des faits toujours, c'est sur les coups de 6 heures du matin que Arturo Jr. se serait réveillé. Amanda aurait alors descendu les escaliers menant directement sur la cuisine de l'appartement, où elle aurait récupéré le biberon du bébé qui se trouvait à l'intérieur du frigo. C'est à ce moment-là qu'elle aurait donc découvert le corps de son mari Arturo allongé sur le sol de la cuisine. Son corps était à moitié placé en dessous du plan de travail principal et Amanda se serait tout simplement contentée de l'enjamber et de l'ignorer. Elle était persuadée qu'il était tout simplement ivre-mort et qu'il s'était endormi là par terre après avoir bu un verre de trop. Mais 4 heures plus tard, lorsqu'elle quitte de nouveau la chambre et descend les escaliers, elle réalise que son mari n'a pas bougé d'un poil et aperçoit maintenant du sang se trouvant sur le sol à côté de son corps. J'ai oublié de le préciser plus tôt, mais je pense que vous l'aurez maintenant compris. Mais le logement qu'occupait le couple comprenait donc un 2e étage. La chambre était située juste à l'entrée du 2e étage et lorsque l'on descendait donc les escaliers, on arrivait directement dans la cuisine. Ce soir-là donc, après leur terrible dispute, Amanda serait montée au 1er étage et se serait rendue dans la chambre principale qu'elle aurait verrouillée et à l'intérieur de laquelle elle serait restée toute la nuit avec le petit Arturo Jr., tandis que son mari, lui, est resté au rez-de-chaussée. Après avoir retracé les faits, Amanda ne se gêne pas pour partager avec les officiers de police sa petite théorie concernant ce qui aurait pu arriver à Arturo. Car à côté du corps du jeune boxeur a été découvert une lanière de sac à main appartenant à la jeune femme, semblant avoir été violemment arrachée de son sac. D'après elle, Arturo n'a pas supporté leur dispute de la veille et surtout d'entendre Amanda lui dire qu'elle souhaitait le quitter et son taux d'alcool étant à ce moment-là extrêmement élevé l'aurait empêché de réfléchir posément. Elle pense donc qu'Arturo a totalement paniqué et se serait lui-même ôté la vie en se pendant à une barre de bois qui soutenait l'escalier de la chambre d'hôtel à l'aide de la fameuse sangle de sac à main. Ce qui semble être une théorie assez plausible, car le corps d'Arturo présentait des marques et même des plaies assez profondes au niveau de son cou, qui laissent à penser qu'il a effectivement été étranglé à mort. Mais il fallait maintenant déterminer s'il s'agissait là d'une blessure auto-infligée ou si quelqu'un d'autre en était le responsable. Mais la possibilité qu'une personne extérieure se soit introduite ce soir-là dans la chambre d'hôtel pour assassiner Arturo va très rapidement être éliminée, car premièrement, après avoir vérifié toutes les caméras de surveillance de l'hôtel, absolument personne ne se trouvant pas sur le registre de l'établissement n'a été vu entrer ou sortir. Deuxièmement, aucune trace d'intrusion dans l'appartement qu'occupait le couple n'a été découverte, ni la moindre empreinte digitale en dehors de celle d'Amanda et d'Arturo.
L'interrogatoire d'Amanda va alors continuer durant de longues minutes et l'officier de police se trouvant en face d'elle va commencer de plus en plus à avoir un doute sur le fait qu'Amanda semble en savoir beaucoup plus sur ce qui s'est réellement passé qu'elle ne le laisse paraître. Elle est extrêmement évasive sur les réponses qu'elle donne et ne semble pas plus préoccupée que cela par ce qu'il vient de se passer et par la perte de son mari. Après tout le monde réagit différemment face à un événement traumatisant tel que celui-ci. Ça ne fait pas pour autant d'elle une coupable. Mais c'est ce qui va suivre qui va mettre les officiers de police extrêmement mal à l'aise. Alors qu'elle est en train de retracer le fil des événements survenus la veille, Amanda se met soudainement à rire de manière très naturelle et semble prendre son interrogatoire plutôt à la légère. Et l'une des premières choses que les policiers lui demandent est comment se fait-il qu'elle n'ait pas réalisé la quantité de sang qui se trouvait autour du corps de son mari à 6h du matin lorsqu'elle est descendue pour la toute première fois dans la cuisine. Parce que sachez qu'on ne parlait pas là de seulement quelques petites gouttes de sang, mais bien d'une très grande quantité de sang qui se trouvait partout autour du corps. Il est donc pratiquement impossible qu'elle ait manqué cela. Amanda se met alors à bafouiller et est totalement impossible de donner une réponse cohérente, mais elle assure qu'elle ne s'était rendue compte de rien. Quelques secondes plus tard, alors que les policiers continuent de l'interroger, elle se lève soudainement et s'excuse auprès du détective, mais elle lui affirme qu'il est temps pour elle de préparer à manger pour son fils. Elle se rend alors dans la cuisine, attrape une casserole qu'elle remplit d'eau et qu'elle place sur le feu en attendant que l'eau se porte à ébullition. Pendant ce temps, elle poursuit son interrogatoire, puis se lève de nouveau pour aller placer les aliments dans la casserole. Le détective va alors décider de la suivre et réalise alors que ce que Amanda est en train de placer à l'intérieur de l'eau bouillante ne se trouve aucunement être des aliments destinés à son fils, mais bel et bien une chaîne appartenant à son mari. Le détective intervient immédiatement et récupère le bijou. Il réalise alors que sur la chaîne se trouve toujours du sang ainsi que des petits morceaux de chair humaine et comprend que Amanda était en train d'essayer de se débarrasser d'un indice pouvant potentiellement la relier au meurtre de son mari. Et lorsque les policiers vont essayer de creuser un peu plus en profondeur pour essayer de comprendre la relation entre Arturo et Amanda, ils réalisent que cette dernière est bien plus tumultueuse qu'elle n'y paraît. Amanda a toujours été une personne extrêmement jalouse et possessive, ce qui va très rapidement causer de nombreux problèmes au sein du couple. Je vous rappelle qu'Arturo adore sortir, faire la fête et boire. C'est d'ailleurs apparemment de cette manière-là qu'il aurait rencontré Amanda. Sauf qu'Amanda, de son côté, a énormément de mal à accepter ce trait de caractère chez son petit ami. Et de très nombreuses disputes vont éclater au sein du couple, déjà même dans leur toute première semaine de relation, aussi bien en privé qu'en public devant tous leurs amis. Et lors de leur mariage à Las Vegas, les tensions sont telles que Arturo décide de faire signer à Amanda un contrat de mariage à l'intérieur duquel il est écrit mot pour mot qu'en cas de séparation ou de divorce, Amanda ne récupérera pas 1 centime de la fortune colossale de son mari. Arturo avait depuis leur rencontre déjà le sentiment qu'Amanda n'était avec lui que pour son argent, et pas que lui d'ailleurs, car la plupart de ses proches partageaient cet avis. Ce contrat était donc pour lui comme un test pour voir si elle allait accepter de se plier à cette règle et si elle l'aimait réellement pour ce qu'il était et non pas pour son compte en banque. En premier lieu, Amanda accepte sans la moindre objection et signe le fameux contrat. Mais quelques jours plus tard seulement, elle se met à cogiter et réalise que la signature de ce document n'est vraiment pas bon signe pour son avenir. Amanda tente alors de convaincre Arturo de bien vouloir faire annuler ce contrat, ce que le jeune homme va catégoriquement refuser. Et ceci va être le début d'une terrible dispute entre eux. Amanda arrache alors le contrat et les cris fusent, au point même d'ailleurs que la police va se voir obligée d'intervenir ce soir-là après que les voisins du couple ne se soient plaints de fracas provenant de chez les Gatti. Et en ce qui concerne le contrat, sachez que Arturo en possédait une copie. Le fait donc qu'Amanda l'ait réduit en morceaux n'en a aucunement annulé la validité. Les choses vont aller ainsi durant des mois, et malgré les tensions entre eux, étrangement, Amanda va finir par tomber enceinte et donner donc naissance au petit Arturo Jr. en septembre 2008.
Une nouvelle d'ailleurs que la famille d'Arturo va avoir énormément de mal à accepter. Ses parents sont bien évidemment ravis de devenir grands-parents, mais ils auraient préféré que ce soit avec quelqu'un d'autre qu'Amanda car ils ne l'ont jamais apprécié et ne s'en sont jamais cachés. Amanda leur avait déjà tenu tête à plusieurs reprises et ne s'était pas gênée pour leur dire tout ce qu'elle pensait d'eux, de manière plutôt crue d'ailleurs. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas nécessairement bien passé auprès de la famille d'Arturo. Et tous ces détails ne vont clairement pas aider Amanda lors de son interrogatoire. Alors que le corps d'Arturo attend à la morgue que ses proches arrivent de Montréal pour pouvoir l'identifier, Amanda, elle, continue son interrogatoire avec les officiers de police. Mais plus le temps passe, plus elle semble hésitante sur les réponses qu'elle donne et commence même à changer de version des faits à plusieurs reprises et à affirmer des choses qui ne collent absolument pas avec la réalité. Comme par exemple le fait que Arturo se serait lui-même ôté la vie en se pendant à l'aide de la anse de son sac qu'il aurait accroché lui-même à la rampe de l'escalier de leur logement. Théorie qui ne colle aucunement pour les policiers, car premièrement, la petite sangle toute fine du sac d'Amanda n'aurait jamais pu supporter le poids d'un athlète professionnel ayant la carrure et le poids d'Arturo, pas plus de 30 secondes en tout cas, ce qui n'aurait aucunement suffi à lui ôter la vie. Mais en plus de cela, la sangle en question a été retrouvée sous l'escalier, soit à plusieurs mètres du corps, ce qui ne colle pas du tout avec l'explication donnée par Amanda, car elle se trouvait bien trop loin du corps pour avoir été utilisée par Arturo dans ces derniers instants. Autre chose, le corps d'Arturo a été retrouvé allongé sur le côté. Or, s'il s'était réellement pendu de la manière dont Amanda l'assure, il aurait été retrouvé allongé sur le ventre. Mais il est impossible, d'après les experts, qu'il soit naturellement tombé de côté. Et Amanda l'assure, elle n'a aucunement bougé le corps. Lorsqu'elle est descendue des escaliers ce matin-là, Arturo se trouvait déjà allongé sur le côté. Mais ce qui va vraiment attirer l'attention des policiers, c'est que lorsque Amanda mentionne cette fameuse théorie de la sangle de sac à main, elle n'utilise pas le conditionnel, mais elle se montre 100% affirmative dans ce qu'elle dit. Elle assure aux policiers que c'est exactement ce qui s'est passé, un petit peu comme si elle s'était elle-même persuadée de cela et voulait se montrer aussi convaincante que possible pour que les policiers ne considèrent même pas d'autres pistes. Et c'est à la fin de cet interrogatoire que les policiers vont prendre une décision qui va bouleverser l'enquête. Amanda Rodriguez Gatti est placée en détention pour le meurtre de son mari, Arturo Gatti. Personne ne s'attendait à ce que les choses aillent aussi vite. Mais les proches d'Arturo, cependant, assurent n'être aucunement surpris par cette arrestation. Ils sont persuadés qu'Amanda n'était avec Arturo que pour son argent. Et depuis le début de leur relation, ils ont tenté de dissuader le jeune homme d'épouser Amanda, ce qu'il a malgré tout fait. Les parents d'Arturo sont persuadés que la seule et unique raison pour laquelle leur fils ne fait aujourd'hui plus partie de ce monde, c'est parce que Amanda a voulu récupérer la fortune colossale d'Arturo en l'assassinant. Car je vous rappelle que le fameux contrat de mariage ayant été signé, Amanda ne pouvait pas récupérer 1 centime de la fortune d'Arturo en cas de divorce ou de séparation. La seule et unique façon pour elle de récupérer de l'argent, c'est si son mari venait à perdre la vie et qu'elle se trouvait sur son testament. Et croyez-le ou non, mais Arturo avait apporté des modifications dans son testament quelques semaines seulement avant sa mort et léguait maintenant une majeure partie de sa fortune à sa femme, Amanda Rodriguez Gatti, s'il venait à décéder. Personne ne sait si cette décision venait uniquement d'Arturo ou si Amanda avait mis la pression sur lui pour qu'il ne cède, mais ce qui est certain, c'est que les proches du boxeur assurent qu'Amanda ne cessait de le menacer de prendre la fuite au Brésil avec leur fils et de tout faire pour l'empêcher de revoir Arturo Jr. s'il ne lui cédait pas une partie de ses biens. Il n'y a absolument aucune preuve de cela, mais c'est ce que les proches d'Arturo assurent. Proches d'Arturo qui ne vont d'ailleurs pas célébrer leur victoire très longtemps, car seulement 18 jours après le début de sa détention, Amanda est libérée par manque de preuves. Et les policiers qui jusque-là étaient persuadés qu'Amanda était responsable de la mort de son mari changent maintenant totalement de version et assurent qu'il n'y a aucune preuve de cela et qu'ils sont maintenant persuadés que Arturo Gatti s'est lui-même ôté la vie et que personne d'autre n'est responsable de sa mort.
Amanda se retrouve donc du jour au lendemain levée de tout soupçon. Et la vidéo de la libération de la jeune femme va d'ailleurs énormément faire parler, car on peut la voir, le sourire au visage, extrêmement décontracté, en train de rire et de parler aux journalistes comme si rien ne s'était passé, ce qui va lui être énormément reproché. Son attitude nonchalante va être très mal acceptée et d'après certains ne fait qu'ajouter une preuve supplémentaire de sa culpabilité. Le corps du jeune boxeur est alors envoyé jusqu'à Montréal pour y être enterré, mais avant cela, la famille d'Arturo va demander à ce qu'une seconde autopsie ait lieu pour confirmer qu'Arturo s'est bien lui-même ôté la vie, car ils sont persuadés que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Arturo était une personne extrêmement heureuse de manière générale. Il avait beaucoup de projets pour son futur, aimait énormément son fils et surtout était très religieux. Il avait d'ailleurs exprimé déjà publiquement le fait que s'ôter la vie allait totalement à l'encontre de sa foi. Ce qui n'élimine cependant pas la possibilité que ce soit effectivement ce qui se soit passé. Car à ce moment-là, je vous rappelle qu'il était sous l'influence de l'alcool. Il était très alcoolisé et était en plus de cela en train de vivre une situation très difficile avec sa femme. Il est donc tout à fait possible qu'il ait agi sans réfléchir et sans même réaliser ce qu'il était en train de faire. D'autant plus que certains de ses amis l'ayant fréquenté durant les années précédant sa mort donnent une toute autre image de lui. D'après eux, Arturo souffrait terriblement de dépression, d'anxiété et d'addiction à l'alcool et à certaines drogues. Il lui arrivait apparemment très régulièrement de boire à outrance et de consommer des substances illicites dans le but d'oublier ses problèmes, se mettant donc très régulièrement en danger. La deuxième autopsie ne va malheureusement pas donner plus d'informations à la famille d'Arturo, hormis de confirmer qu'il a effectivement perdu la vie d'asphyxie. Ses proches vont alors décider d'engager une équipe de détectives américains pour continuer d'enquêter sur cette affaire. Et après quelques semaines sur le sol brésilien, à passer au travers de toutes les preuves retrouvées, de tous les interrogatoires des témoins, et après avoir reconstitué la scène de crime et effectué des dizaines de tests pour vérifier la plausibilité selon laquelle Arturo se serait lui-même ôté la vie en se pendant à la rampe de l'escalier de sa chambre d'hôtel avec la sangle du sac à main d'Amanda, ils ont conclu que cette théorie est tout à fait impossible. Il confirme tout simplement ce qui a été dit par les officiers brésiliens en premier lieu avant qu'ils ne finissent par se rétracter. La position dans laquelle le corps a été découvert ne correspond pas du tout avec cette théorie et la sangle est bien trop faible pour avoir pu supporter le poids d'Arturo et a en plus de cela été retrouvée bien trop loin du corps pour avoir été utilisée par Arturo lui-même. Les détectives américains sont persuadés qu'Amanda a tout orchestré elle-même et a même potentiellement eu l'aide d'un complice pour se débarrasser de son mari. D'après eux, elle avait toutes les raisons possibles de se débarrasser d'Arturo. Après tout, ils étaient déjà séparés depuis plusieurs mois déjà et clairement la seule raison pour laquelle ils se trouvaient encore ensemble à ce moment-là se trouvait être leur fils. D'autant plus qu'avec les modifications apportées par Arturo sur son testament quelques semaines seulement avant sa mort, Amanda avait tout intérêt à ce qu'il disparaisse, vu qu'elle allait devenir richissime après sa mort. Mais malgré l'insistance de la famille d'Arturo pour que l'enquête soit réouverte et que la mort du boxeur mondialement connu soit de nouveau analysée, la police brésilienne décide officiellement de fermer cette affaire en 2011, déclarant donc que Arturo Gatti s'est lui-même enlevé la vie et que personne d'autre que lui n'est responsable de sa mort. Beaucoup de personnes sont persuadées que ceci serait tout simplement le résultat d'un traumatisme crânien survenu lors de son altercation dans les rues de Porto de Galinhas quelques heures seulement avant sa mort. Car il est tout à fait possible que le coup très violent qu'Arturo a reçu en pleine tête ce soir-là et qui lui a causé de saigner abondamment toute la soirée et détériorer une partie de son cerveau, lui causant d'agir de manière étrange et potentiellement même de s'ôter lui-même la vie, volontairement ou par accident. La famille d'Arturo est aujourd'hui encore à la recherche de réponses et espère bien qu'un jour quelqu'un finira par parler et par leur donner la vérité sur ce qui s'est passé ce fameux soir du 10 juillet 2009. Son fils, Arturo Junior, est aujourd'hui âgé de 16 ans et s'est lui-même lancé dans la boxe dans l'espoir de marcher sur les traces de son père et de devenir un jour lui aussi un grand champion reconnu à travers le monde. Il vit apparemment toujours aux côtés de sa mère Amanda, dans un quartier localisé dans le nord de la ville de Montréal. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Une affaire qui finalement nous laisse bien plus de questions que de réponses.
J'ai hâte en tout cas de savoir ce que vous en avez pensé et de connaître vos théories en commentaire. Si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et à activer la petite alarme pour être tenu informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt j'espère pour d'autres vidéos, toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!